Bonjour tout le monde, il sera question à ce vlog du dernier film réalisé par Sofia Coppola, Les Proies, ou en version originale The Beguiled. Titre infiniment plus classe. Sixième film de Sofia Coppola, il nous place dans un pensionnat pour jeunes filles dans le sud en pleine guerre de sécession. Ça fait 3 ans que la guerre a été déclarée et l'une des jeunes filles du pensionnat découvre dans la forêt, alors qu'elle est partie cueillir des champignons, un soldat blessé, un soldat du Nord, un Yankee, qu'elle va donc ramener au pensionnat et dont les filles du pensionnat vont s'occuper. Les filles sont pas très nombreuses puisque, étant donné que la guerre s'est déclarée, la plupart des pensionnaires sont partis et les esclaves ont également quitté la maison. Mais ces quelques jeunes filles vont essayer de le soigner et dans un contexte où il n'y a pas grand-chose à faire et où la sexualité est assez réprimée, évidemment, l'arrivée de ce soldat blessé, qui charme plus ou moins, entouré de mystère, mais en même temps entouré de charme, c'est Colin Farrell quand même, c'est pas n'importe qui, va forcément créer quelques situations un peu tendues avec les différentes jeunes filles qui sont présentes dans le pensionnat, notamment celles qui sont incarnées, donc la maîtresse du pensionnat qui est incarnée par Nicole Kidman, sa sous-intendante, je pense, qui est jouée par Kirsten Dunst, qui retrouve encore une fois Sofia Coppola, qui est vraiment sa réalisatrice fétiche. Et l'autre personnage assez important, c'est Elle Fanning, qui joue à nouveau avec Coppola après Somewhere. Donc voilà, évidemment que toutes ces personnes-là, lorsqu'elles sont les unes face aux autres, ça crée quelques tensions sexuelles. C'est vraiment un film de Sofia Coppola en tout point, parce que Sofia Coppola adore s'intéresser aux gens qui s'emmerdent. Et je crois qu'on s'est jamais autant emmerdé que dans le Sud. Où on passe vraiment sa journée à faire de la broderie et des trucs totalement inutiles, où même lire est quelquefois mal vu et mal pris, ce qui ajoute un niveau de lecture supplémentaire au film, qui du coup dépasse la simple tension sexuelle du film, qui était l'argument principal de la première version qui avait été faite dans les années 70 avec Clint Eastwood. Vraiment, tu regardes l'abondance, il parle que de cul pendant tout le truc, c'est le désir sexuel réprimé et machin, etc. Là, du coup, il y a le côté Coppola en plus, qui rajoute un ennui profond dont les personnages essayent de se tirer, d'où justement la broderie et tout le bordel. Ils font le maximum pour essayer d'arrêter de s'ennuyer dans cet univers. Donc évidemment que ça allait un petit peu intéresser Sofia Coppola, et que du coup ça fait un film plus subtil et intéressant que ce qui avait été fait à l'époque, sans avoir vu le film des années 70. Il semble quand même être beaucoup basé sur la sexualité et sur un côté un peu pas trash, mais qui surfait sur le politiquement incorrect, sur les tabous, sur les choses de ce genre-là. Et là, du coup, on a quelque chose qui est beaucoup plus humain, finalement, où chaque personnage va avoir ses propres raisons de développer des attachements ou non au personnage, et où ça va être plus subtil que de simples histoires de cul, même s'il y a évidemment une certaine exploitation de la jalousie, puisque ce sont en fait différentes personnes qui se partagent le même prix, qui souhaitent tous avoir la même chose, le même objet finalement, c'est l'homme qui est l'objet presque dans cette version, et qui donc entretiennent des rivalités naturellement parce qu'elles ont un objectif commun. Donc forcément, comme elles peuvent pas toutes l'atteindre, ça les met en opposition sur certains points, le point de ce mec en particulier. J'ai kiffé le film, et je vous encourage à aller le voir. Ça reste du Sofia Coppola. Donc c'est vraiment le style de Sofia Coppola. Le premier plan du film dure 1 minute 30, c'est une caméra qui filme des arbres, enfin c'est du Sofia Coppola. Elle travaille sur l'ennui comme d'habitude, et beaucoup plus que sur la tension, même si la tension va être développée dans le film à un certain moment. Elle travaille quand même beaucoup plus sur les émotions et sur donc l'ennui travaillé par ces jeunes filles. Tout ça dans un cadre très romantique, ce qui est encore une fois sa marque de fabrique. Elle a toujours eu un lien spécifique à la nature, à la culture, aux plantes, etc. Enfin, c'est dans ces films, vous voyez, souvent c'est ces points-là qui reviennent. Dans Virgin Suicide, il y avait tout le symbole de l'arbre que les filles essayent de défendre, et sur lequel en partie parce qu'il y a l'impression de la main de leur sœur sur l'arbre. Mais les arbres mêmes ont un sens romantique. Il y en a 5, et le premier tombe malade quand la première fille meurt, et les 4 autres tombent malades quand les autres sœurs sont mal en point. Donc il y a vraiment un gros travail de la nature qui est fait par Coppola depuis le début, et là ça se sent vraiment. Ce film est extrêmement atmosphérique.
vous regardez les images, enfin c'est la plupart du temps vous avez soit un arbre, soit de la brume, enfin vraiment, et des lumières à mon avis naturelles. Ça sent pas la lumière rehaussée. Il y a tellement de contre-jour et de semi-pénombre et de choses comme ça que je pense vraiment que c'est plutôt la lumière naturelle qu'autre chose. Donc vraiment esthétiquement c'est une ambiance très particulière, en plus augmentée par le cadre qui est le ratio est en 1,66. Encore une fois un ratio qui est assez rare aujourd'hui, mais qui refait un petit retour en force pour tout ce qui est film d'auteur, de films créatifs, films d'art, ou en tout cas les films qui veulent avoir quelque chose à prouver. Le 1,66 est très utilisé pour tous ceux qui aiment les choses très parfaites et très droites et très machin. Enfin, le ratio 1,66 fait un cadre qui a priori est assez intéressant pour cadrer et pour faire des plans harmonieux et des plans intéressants. Donc elle l'exploite également ici, travail de la pellicule aussi pour avoir quelque chose de plus granuleux, de plus atmosphérique. Peut-être un truc qui me semble un peu loupé, c'est que elle dit qu'elle fume de la brume et des choses comme ça pour transcrire visuellement la répression sexuelle des personnages. C'est-à-dire que pour elle, du coup, toute la brume sur le paysage, ce serait une espèce de brume qui empêcherait les filles. Je trouve ça un peu con. Dit que c'est joli. Enfin, je veux dire, c'est vrai, c'est joli. Ça crée une ambiance qui colle bien à ton film. Le désir réprimé des filles exprimé par la brume, parce qu'elles ont le feu au cul, c'est ça? Donc ça fait de la brume. Excusez-moi. J'essaye de comprendre la raison de la brume qui représenterait la répression sexuelle. Je sais pas si ça représente excellemment bien la répression sexuelle. En tout cas, c'est très pratique pour faire de magnifiques raies de lumière. La répression sexuelle et faire des raies. Vous savez, les rayons de lumière, quand la lumière traverse de la poussière, traverse de la brume, traverse de l'humidité, traverse quoi que ce soit, ça crée on voit du coup les rayons très clairement de la lumière qui arrive, comme là en plus il y a des arbres un peu partout, qu'il y a les fenêtres qui découpent le visuel, et qu'en plus c'est une architecture sudiste, donc quand même des trucs assez jolis au niveau toutes les portes, enfin toutes les entrées ont des porches avec des poteaux un peu partout, ce qui fait toujours des images assez intéressantes. Et c'est visuellement extrêmement prenant, très poétique, par les simples choix de qu'est-ce qu'on cadre et qu'est-ce qu'on montre. Je vous dis encore une fois, on s'intéresse énormément à la nature, aux arbres, aux plantes, à un puits en train de couler, etc. Je suppose d'ailleurs que le puits en train de goûter doit aussi avoir un rapport avec l'excitation sexuelle des personnages, parce que l'eau, pour le coup, je le sais, symbolise beaucoup la sexualité, donc un puits en train de goûter, je suppose que c'est les nanas qui, pareil, sont... voilà. Je suppose... C'est ce qui a l'air d'être convié par le film. Il y a d'ailleurs un tel travail de l'image que je pense que c'est pas un effet rajouté, mais ils arrivent presque naturellement à donner une teinte sépia au film. Il y a peut-être un petit peu d'étalonnage, mais comme elle a voulu faire beaucoup de pellicules, je suppose qu'elle a pas voulu trop retraiter son film numériquement derrière. Donc je pense pas qu'elle ait vraiment étalonné le truc pour lui donner une teinte particulièrement sépia. Je pense que c'est vraiment au tournage qu'ils ont travaillé ça, et c'est assez beau, et ça se travaille très très bien. Autre chose qui permet d'ailleurs d'installer l'attention et l'ambiance dans le film, le son, puisque plusieurs journées vont être marquées par les bruits des conflits et des affrontements qui ont lieu entre le sud et le nord, un peu plus loin dans la région. Et donc régulièrement on va entendre au loin les trucs en train de péter, les bombes en train de péter, ce qui instaure l'attention de la guerre qui est en train de se dérouler, mais également le trouble intérieur des personnages, qui, face à cet individu mystérieux, peut-être un peu dangereux, mais en même temps un peu charmant, sont quand même pas mal chamboulés. Et bien sûr, le film marche parce que les personnages qui sont à l'intérieur sont vachement intéressants. On a déjà un petit peu évoqué le soldat. Donc, le soldat, à vrai dire, est vraiment pas le personnage le plus développé, ce qui paraît logique, vu qu'on est censé être plutôt du côté des filles du pensionnat, et que du coup, on est censé ignorer la plupart des choses qui se passent dans la tête de ce mec, pour avoir du coup ce côté c'est un étranger pour nous aussi, pour le spectateur également. Même si on en sait un petit peu plus, on voit ces jeux de charme et de machin, et sa façon de chercher à laquelle est-ce que je peux essayer de baiser pour qu'on me traite correctement pendant des années et des années, et que je puisse rester tranquillement. Donc voilà, c'est ça qui est un peu développé avec lui, mais c'est pas le personnage le plus creusé du film, parce que ça doit pas être un personnage creusé. Il doit rester justement inquiétant, un peu mystérieux, et on doit jamais être totalement sûr de ce qu'il peut être. S'il pète un câble, on doit pas savoir si c'est sa personnalité normale de péter un câble, ou si c'est ou si quand il pète un câble, c'est un moment justement pas habituel pour lui, et qu'en fait il va devenir plus gentil et se calmer après. Donc c'est vraiment bien travaillé à ce niveau-là. Tous les personnages sont intéressants. La chef du pensionnat avec son propre passé qui explique
à la fois son attirance et sa résistance envers le personnage de Dunst qui est une espèce d'éperdu romantique, le personnage de de Fanning, pardon. Elle, Fanning, j'ai pensé à Ellen Page. Quand les trucs se ressemblent dans ma tête, c'est un peu, c'est juste le même début de prénom, hein, mais donc Elle Fanning, qui est plus jeune, incarne forcément la fougue. Forcément, c'est un truc qui la travaille, quoi. Elle a pas encore connu le loup, mais ça commence un peu à s'agiter à l'intérieur. Donc tous ces personnages ont forcément un petit côté qui les définit, enfin un petit côté très très simple. Mais donc, au-delà de cette attirance sexuelle, elles ont chacune une personnalité, elles ont chacune une façon de réagir, une façon de parler, elles ont chacun un traitement très différent, elles sont vraiment toutes des personnages assez intéressants, y compris la plus petite, par exemple, qui aurait pu être un personnage pas forcément très prenant, mais qui est tellement débrouillarde, tellement intelligente, tellement tout, que tu te dis, bah... ouais, en fait, elle te marque à peu près autant que les autres, donc et elle est à peu près aussi importante que les autres au niveau de l'histoire. Presque tous les personnages ont un intérêt à apporter à l'histoire. Je crois pas qu'il y en ait une seule qui soit vraiment totalement inutile du film. Peut-être Joanne, un truc de genre là, mais Johanna, un truc de genre, je sais plus. Enfin, celle qui joue du violon. Je crois que c'est celle qui sert le moins du film, à part à jouer du violon et du piano. Mais sinon, je crois qu'elles ont à peu près toute une utilité et un truc à apporter à cette histoire, qui tourne autour de tensions sexuelles, mais qui ne parle pas de tensions sexuelles. Sans non plus donner l'impression d'éviter le sujet. C'est juste qu'on le traite subtilement. On le traite sans avoir à l'afficher clairement à l'image et à clairement jouer sur les jeux de drague, de sexualisation, etc. Ce sont des personnages complets, intelligents, avec une personnalité, et qui ne sont pas là que pour graviter autour de ce mec. Voilà, c'est encore une fois un bon film dans la filmographie de Sofia Coppola, qui c'est pas non plus son plus marquant, mais c'est un de ceux qui sont intéressants, et c'est un des premiers à avoir vraiment une intrigue prenante. C'est vraiment un thriller, alors que jusque-là, elle a toujours fait des histoires quotidiennes, des histoires d'émotions, des histoires de personnages. Là, c'est la première fois qu'elle a vraiment un côté un peu thriller, avec une certaine tension à travailler. La tension ne démarre pas vraiment avant une petite heure 10 ou une petite heure 20. Une petite heure, parce que sinon il reste plus grand chose de film. Donc pendant une majeure partie, ça va être le mec qui essaye et les nanas qui essayent de s'acclimater l'un à l'autre, jusqu'à un élément déclencheur qui va arriver au dernier acte, où il va vraiment falloir prendre une décision finale et définitive par rapport à ce soldat. Et en attendant, c'est plus du Coppola, quoi, de filmer des personnages qui essayent de ne pas s'ennuyer. Et sans jamais les filmer de façon chiante. C'est ça qui est intéressant avec Coppola. Donc voilà, je vous encourage globalement à aller voir Les Proies. C'est à nouveau du bon travail de la part de cette réalisatrice. Et je vous rappelle, d'ailleurs, avant de vous dire ma formule de fin, que j'avais fait un retour sur la filmographie de Sofia Coppola. Donc vous pouvez chercher la vidéo, le Pourquoi j'ai dans des torts, sur Sofia Coppola, après avoir vu ce vlog si vous ne l'avez pas encore vu. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!